Entre janvier 2022 et octobre 2023, c'est la période qu'on a couverte au cours de cette enquête, plus de 1690 personnes ont été tuées, blessées ou enlevées. Notamment, ces violations se sont accélérées à partir de la mi-juillet 2022. L'essentiel des victimes sur ces 1690 ont été enlevées. Plus de 1100 victimes ont été enlevées. La grande majorité des victimes sont, soit pour 70% des hommes, 29% des femmes et le reste des enfants. Ce rapport a permis d'établir plusieurs types de graves violations qui sont commis par les groupes criminels dans la zone. Dans un premier temps, les meurtres, on a noté qu'il y a différents types de meurtres dans le Bas Artibonite. Lors des attaques des villages ou des villes, on a compté plus de 110 attaques contre des villages et des villes dans le Bas Artibonite au cours de cette période. De manière générale, lors de ces attaques, les membres des gangs sont extrêmement violents, n'hésitant pas à tuer les populations, les résidents de certains villages, voire dans certaines circonstances même à les décapiter. Personne n'est épargné. Aucune catégorie sociale n'est épargnée, puisqu'on a des cas de personnes extrêmement âgées qui ont été tuées dans leur habitation. On a aussi des cas d'enfants. Ensuite, vous avez les attaques sur les routes. Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses attaques se produisent sur les routes du Bas Artibonite. Les gangs érigent des barricades ou attaquent en étant sur le côté des routes. Donc ça, il s'agit du premier type de violation, les meurtres. Les enlèvements, c'est un second type de violation largement répandu dans l'Artibonite. Comme je vous l'ai dit, plus de 1110 personnes ont été enlevées entre janvier 2022 et octobre 2023. 75% des victimes l'ont été alors qu'ils étaient dans des transports en commun. Le reste, et ça c'est une nouvelle tendance, on a noté aussi des enlèvements lors des attaques. Lors des attaques de villages, les gangs aussi enlèvent certaines personnes. Les séquestrations peuvent être longues et très violentes. Cela peut durer des semaines. Les membres des gangs n'hésitent pas à maltraiter leurs victimes à coups de battes de baseball ou à les brûler à la cire de plastique afin de forcer les familles à payer les rançons pour les libérer. Les conséquences psychosociales et les conséquences financières sont désastreuses. Comme je vous ai parlé de Darlene, qui s'est suicidée après avoir été séquestrée, il y a un trauma très profond parmi les victimes qui sont libérées. Mais également l'endettement des familles. Les familles s'endettent pour pouvoir libérer les personnes et les membres de leur famille qui sont enlevés. Donc ça, il s'agit du deuxième type de violation, les enlèvements. Le troisième type de violation, c'est les violences sexuelles. Les violences sexuelles sont utilisées de deux manières par les gangs dans l'Artibonite. Lors d'attaques de villages, notamment en août 2023, le gang Grand Griffe n'a pas hésité à violer des enfants lors d'une attaque du village de Liancourt. Donc c'est un premier type de violence sexuelle. L'arme qui est la violence sexuelle est aussi utilisée lors des séquestrations. On a plusieurs cas de victimes qui ont été violées alors qu'elles étaient séquestrées. Un quatrième type de violation maintenant, c'est quelque chose d'assez particulier en Artibonite, c'est les attaques et les destructions de propriétés, notamment des propriétés agricoles. Les gangs et ceux qui les soutiennent ont fait des agriculteurs et des propriétés sur lesquelles ils travaillent des cibles privilégiées. Rançonnement, vol de récolte, de bétail, destruction de canaux d'irrigation ont poussé plus de 22 000 personnes à quitter leur habitation au cours de la période considérée. Il y a des techniques utilisées par les gangs pour forcer les populations les travailleurs agricoles à payer. Ils viennent, ils occupent les champs et poussent les agriculteurs à payer une forte taxe pour y avoir accès. Je vous donne un exemple. En août 2023, le groupe Grand Griffe allié au groupe Petit Griffe
ont fait éruption dans la zone de la Verdure, en deuxième section communale de Petite Rivière de l'Artibonite, et ont fixé un ultimatum aux agriculteurs pour qu'ils paient une forte somme afin qu'ils puissent continuer à cultiver leurs hectares de terre. Les personnes qui osent protester sont battues, tuées, leurs récoltes et bétail volés. Cela aussi a des conséquences sur la production agricole. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Artibonite est une forte région agricole, mais il y a eu déjà des études montrent des abandons de terres cultivées, d'où une baisse de la production. Il faut savoir que, selon les derniers chiffres des Nations Unies, 45% de la population vivait en situation d'insécurité alimentaire aiguë dans le bas Artibonite en septembre 2023. Après vous avoir brossé un brief aperçu des types de violations qui sont commises par les groupes criminels dans cette zone, je vais vous parler un peu des auteurs. On a comptabilisé à peu près 20 groupes criminels qui regroupent à la fois les gangs et les groupes d'autodéfense dans la zone. Selon nos chiffres, ces 20 groupes criminels regrouperaient à peu près 700 à 800 personnes. Comment ils opèrent? Ils opèrent notamment avec des armes qu'ils peuvent se procurer de diverses sources, mais des fusils automatiques et diverses armes qui sont illustrées dans le rapport. Ils se déplacent en groupe, mais ce qui est important et ce qu'on montre dans le rapport, c'est les alliances qui existent au sein de ces groupes. Il y a bien sûr des alliances entre groupes au sein de l'Artibonite, mais il y a également des alliances avec les gangs opérant sur Port-au-Prince. Notamment cette vaste zone qui part de Canaan en montant tout le long de la côte et sous le contrôle finalement grâce à ces alliances de maintenant la coalition du GPEP. Une série d'alliances ont été établies, elles ne sont pas nouvelles, elles datent de plusieurs années, mais qui s'est fortifiée au cours des derniers mois. Autrement dit, à la sortie de Port-au-Prince, toute la zone frontalière, toute la zone côtière est sous le contrôle de cette coalition et a réussi à isoler, par exemple, des villes comme Saint-Marc, qui sont complètement isolées du reste du territoire. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que le panel d'experts des Nations Unies a publié un rapport en septembre 2023 identifiant un certain nombre de personnalités qui sont impliquées, selon leurs éléments, les éléments dont ils disposent, dans le soutien aux gangs. Certains des sponsors sont identifiés dans ce rapport et viennent de l'Artibonite. Après avoir parlé des auteurs, et je vais conclure sur cette partie, je voudrais m'intéresser au niveau de réponse. Parce qu'effectivement, il y a des violations qui se commettent, mais aussi il y a des obligations des autorités de l'État. Et on a travaillé aussi, comme vous allez voir, sur la capacité ou non de réponse de certaines autorités à cette violence contre les populations de l'Artibonite. Dans un premier temps, la police. Effectivement, la police dans l'Artibonite a très peu de moyens opérationnels. Mais en termes d'opérations, on peut dire que les opérations de la police entre 2022 et 2023 ont varié en termes d'intensité. Au milieu de l'année 2022, suite notamment à l'attaque du commissariat de Petite Rivière de l'Artibonite par le groupe Grand Griffe, la PNH, avec l'appui de l'UTAG, l'unité temporaire de lutte anti-gang, est intervenue et a permis de déplacer. Mais cela n'a pas finalement traité le problème au fond. Et c'est surtout ça qui est problématique. Il y a quelques opérations de police. J'en avais noté une aussi il y a quelques semaines qui a abouti à la mort d'un des chefs de gang. Mais ces opérations de police sont pour l'heure insuffisantes et ne permettent pas de résoudre le problème au fond. La justice. Je voudrais soulever aussi la situation de la justice dans l'Artibonite. Si vous vous souvenez, en septembre-octobre 2022,
lors des manifestations qui ont eu lieu à travers le pays, notamment à Artibonite, les tribunaux ont été attaqués et saccagés. C'est-à-dire que quand je suis passé dans l'Artibonite, justement dans le cadre de cette enquête, j'ai vu l'état déplorable dans lequel travaillent les magistrats. Vraiment très difficile. Donc vous avez ce problème des magistrats, les locaux dévastés, et bien sûr l'insécurité qui ne leur permet pas de se déplacer sur le terrain. En même temps, il y a eu également des problèmes au sein de la magistrature avec l'ancien commissaire du gouvernement qui a libéré l'un des anciens chefs de Kokorat de Sanras. Personne est désormais en fuite comme le chef de Kokorat de Sanras. Cela représente toutes les difficultés qu'ont les autorités effectivement à pouvoir apporter une réponse face à ce terrible problème qui est en train de naître, en train de se propager dans l'Artibonite. Voilà les grandes conclusions de notre rapport. Je vais quand même vous donner les recommandations, parce qu'on fait des recommandations pour tenter d'apporter une réponse à ces graves problèmes. La première grande recommandation concerne bien sûr la mission internationale, la mission multinationale qui est prévue pour un déploiement prochainement en Haïti. On demande son déploiement le plus rapidement possible, dans la mesure où, par exemple, dans l'Artibonite, la situation se dégrade. Ça, c'est la première grande recommandation. La seconde recommandation concerne, et c'est pour ça que j'ai parlé effectivement des sanctions, on demande au Conseil de sécurité de rapidement mettre à jour la liste des personnes sanctionnées, suite au rapport du panel d'experts sur Haïti. Donc on demande la mise à jour de cette liste le plus rapidement possible pour pouvoir ralentir cette violence. Troisième concerne les autorités. Comme je vous ai dit, il y a effectivement un manque de moyens opérationnels, mais il faut que les autorités fassent plus, notamment pour la police et la justice. On demande par exemple à une revalorisation du statut des policiers dans cette zone, comme à travers le pays, notamment une augmentation de leur salaire. On demande aussi à une revalorisation et plus d'appui à la justice dans cette zone qui est vraiment délaissée. Troisième point concerne les acteurs internationaux, et notamment les agences des Nations Unies. On demande à ce que plus de programmes d'appui, comme